Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV dans 11 Ito et voici notre sommaire. On commence par l'aliment de la semaine, notre star aujourd'hui est la banane. Au boulot ensuite, vous avez des problèmes avec votre supérieur hiérarchique. Alors comment gérer la situation? Eh bien on en parle dans un petit moment. Notre femme inspirante n'a pas eu peur de changer de cap, de passer de la pharmacie à la restauration pour atterrir dans l'entrepreneuriat social. Rizlan Manjara est notre source d'inspiration aujourd'hui. Et puis enfin pour finir, comment gérer les allergies du printemps? C'est la saison, on en parle avec une spécialiste. Bienvenue à toutes et à tous, je retrouve mes invités et on démarre. On y va. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et je suis très heureuse d'accueillir pour vous mes invités pour justement cette heure d'émission 11 Ito. C'est le samedi matin et le dimanche matin sur Média TV, bien évidemment. Alors, notre femme inspirante de cette semaine, c'est vous. Rizlan Manjara, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Ravie, heureuse d'être parmi vous et honorée. Merci infiniment, madame. Alors, vous êtes, votre vraie casquette, c'est entrepreneur social engagé, parfois trop, comme vous le disiez tout à l'heure. Complètement. Oui, je crois que c'est l'histoire de ma vie, un combat de conviction, mais une aventure humaine juste exceptionnelle, avoir le sentiment de contribuer à un Maroc redistributif et mettre la lumière sur des femmes et des hommes exceptionnels qui sont souvent trop dans l'ombre. Et je pense aux femmes rurales et aux territoires de notre pays qui nous permettent de sauvegarder un patrimoine juste exceptionnel. On aura l'occasion de raconter ça en détail dans un petit moment. Et puis nous parlerons boulot avec vous, Hanan Oubidar. Merci beaucoup d'être là. Comment ça va? Ça va, tout va bien. Merci beaucoup. Alors vous êtes consultante en management stratégique et avec vous, conflit avec mon supérieur, comment aborder la question? Eh bien, on verra dans un petit moment. C'est pas du tout évident. À côté de vous, celle qui va nous aider à bien passer le cap des allergies de printemps, c'est vous, Dr Leila Tazi Daoudi. Vous êtes allergologue. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Mesdames d'être là. Alors, on dit que la banane est un véritable fruit qui donne la pêche quand on le prend la journée et qui arrange le sommeil quand on le prend le soir. Vrai ou faux? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est notre star, c'est notre aliment star de cette semaine, préparé par l'équipe. On regarde et on revient pour plus de détails. Avoir la banane, c'est sourire. Mais qui est ce fruit synonyme de bonne humeur? Issu du bananier, plante herbacée, à l'origine, la banane fut cultivée il y a plus de 6000 ans en Papouasie. Le nom banane vient de l'arabe banan, qui signifie doigt. Dans le monde, il existe plus de 1000 variétés de bananes, de formes et de couleurs diverses. Les plus réputées sont la banane plantain, qui nous vient d'Afrique, riche en amidon et souvent destinée à la cuisson. La Cavendish, dite de dessert, savoureuse et parfumée, elle est de couleur jaune profond à maturité. Et la banane frécinette, petite, au goût bien distingué. Elle est riche en potassium, en fer et en glucides. C'est une bonne source de fibres et de vitamines A, B, C et E. Elle contribue à réguler la pression artérielle, augmenter la concentration et améliorer la digestion. Source d'énergie, elle aide à la récupération après un effort musculaire. La banane, c'est une bouchée de santé. Elle convient à tous les âges et à tous les goûts. Mais il faut savoir qu'elle permet aussi de soulager un estomac un peu lourd, d'apaiser les petites piqûres d'insectes et d'hydrater la peau et les lèvres. Elle se déguste seule, mais aussi en jus, en pâtisserie et même au four en papillote. C'est sûr, la banane est source de bonne humeur. Eh ben voilà, chacun sa banane. Est-ce que vous avez une recette, un truc particulier avec la banane, Leila? Je suis une piètre cuisinière, mais j'adore en manger. On est deux, justement. Hanan? Moi, c'est ce que je disais, au fait. C'est surtout en Afrique où c'est impressionnant parce que c'est vrai que la banane, c'est le dessert typique, mais surtout frit. Voilà. C'est bon? C'est très bon parce que la banane en Afrique n'a rien à voir avec celle que nous avons ici. Elle est au nord de l'Afrique, riche. Même si on est tous en Afrique. Plus en Afrique subsaharienne. C'est ça. Là-bas, elle est plus riche en amidon. Donc, quand elle est frite, vraiment, on a ce goût. C'est comme un dessert, en fait. C'est très bon. C'est comme un gâteau, en fait. Exactement. Comme un et gâteau. ça se prend à la fin du repas. Et en fait, on frit ça normalement?
En fait, ils la coupent et après, ils la mettent directement en dans friture. Voilà. Ok. Rizlan, la banane, c'est, je pense, le compagnon fidèle de l'entrepreneur ultra actif. Donc, c'est ce avec quoi je petit déjeune souvent le matin. Et j'allais dire un petit clin d'œil quand même à la production locale nationale. Consommons la banane locale. Exactement. Et puis la peau de banane est bien aussi. Elle sert à pas mal de choses, notamment à cirer les chaussures. Oui. Ça, c'est la petite astuce de grand-mère. Merci beaucoup, mesdames. Alors, on passe aux choses sérieuses. On va au boulot régler pas mal de problèmes. On y va. Alors, je suis en conflit avec mon supérieur hiérarchique. Comment aborder la question? Eh bien, on va voir ça avec vous, Hanan Oubida. Vous êtes consultante en management stratégique. Mais avant, nos équipes sont allées à la rencontre d'un expert au sujet justement de ces conflits. Est-ce que c'est normal, pas normal? Qu'est-ce que ça peut créer comme atmosphère au sein de l'entreprise? Un résumé, on revient. Les tensions et les conflits entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique peuvent exister et ils ont des conséquences très fâcheuses sur la qualité, sur la relation client, sur la productivité, sur énormément de choses qui concernent l'entreprise et ses résultats. Normalement, ils ne devraient pas durer longtemps parce qu'un bon manager, c'est celui qui, assez rapidement, évacue le conflit et trouve une solution pour en sortir. Maintenant, il se peut que le conflit arrive jusqu'au niveau du clash. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, des fois ce type de clash peut être une occasion pour apaiser les tensions. Je ne conseille pas aux managers de créer des clashs, mais en tout cas, il y a des moments de vérité qui font que ça permet de mieux se connaître et de mieux calibrer sa relation avec son supérieur hiérarchique et le collaborateur. Ceci dit, ce qui est le plus compliqué, c'est quand les conflits, les tensions sont larvées, elles ne sont pas visibles, et quand face à tout le monde se sourit, tout le monde est très poli l'un avec l'autre, mais que malheureusement, dans le temps, les choses se compliquent de plus en plus jusqu'au moment où ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, voire psychologiques, parce que, surtout au niveau du collaborateur, quand il n'arrive pas à s'exprimer ou à sortir de ce piège parce qu'il sent qu'il y a des choses qui ne vont pas et il peut aller jusqu'au burn-out. Je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur ce qu'on fait et non pas sur ce qu'on est. Mais alors justement, Hanan Oubida, lorsque le salarié a des soucis avec son supérieur hiérarchique, est en conflit avec le supérieur hiérarchique, et M. Sqat le disait il y a quelques instants, un bon manager est supposé venir désamorcer. Supposons que l'on soit dans un contexte où les choses ne se passent pas aussi bien que ça. Est-ce que le salarié peut lui-même prendre les devants et essayer de solutionner la situation? Oui, et c'est de la responsabilité des deux, en fin de compte. Okay. Parce qu'en tant que salarié, j'ai quand même une responsabilité par rapport à ce conflit. Quand on parle de conflit, c'est qu'on est deux. C'est qu'il y a eu à un moment donné un malentendu, un clash, quelque chose qui n'a pas été fait comme cela se devait, et du coup, ça a créé donc, ce malentendu. Avant de parler de conflit, souvent, avant le conflit, il y a la tension qui va se créer. Dès qu'on sent qu'il y a une tension qui se crée avec notre supérieur hiérarchique, la première chose à faire, c'est de se poser soi-même et de se dire, OK, qu'est-ce qui a mal marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'incident qui a créé cette tension? Avant que ça arrive au conflit, c'est une petite remise en question avec soi-même pour se dire où ça va mal. Si Pardon, je vous arrête là. Justement, est-ce qu'on peut désamorcer, enfin, éviter que ça ne passe au stade de conflit suite à cette remise en question? Exact. Quelles sont les actions qui peuvent être entreprises, peut-être même dans la discrétion la plus absolue, mais justement pour faire en sorte que ça ne dégénère pas? Exact. Alors, quand on est encore au stade de tension, on va dire, et que vraiment le problème vient de se déclencher, et que j'ai refait cette remise en question et que j'ai détecté le problème d'où il vient, c'est de ma responsabilité d'essayer de faire passer le message à mon supérieur hiérarchique que j'ai compris d'où venait le problème. Donc, ça peut être soit dans le cadre d'une discussion ou d'une réunion, expliquer, OK, j'avais peut-être un projet sur lequel je devais travailler, et peut-être même devant tout le monde, expliquer, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, que peut-être sur le rendu, il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou que j'ai dépassé les délais ou autre. Et c'est une façon, peut-être même indirecte, de s'excuser. Et puis de dire, OK, est-ce que vous pouvez m'aider peut-être pour m'en sortir? Parce que je pense que là, je bloque. Et du coup, en fait, les gens, quand ils sont en position où ils sentent que la personne elle a besoin d'aide, tout de suite,
l'énergie négative, elle va baisser et du coup, ça va permettre aussi de générer un peu cette cohésion et d'aller dans le travail collectif. Si c'est vraiment pas possible de le faire comme ça en réunion, il est toujours possible d'aller voir son supérieur hiérarchique dans un cadre plutôt informel. Il ne faut pas que ça soit toc toc, je viens vous voir parce qu'on a un problème. Non, il faut que ça soit dans le cadre d'un bonjour, peut-être en prenant le café. Essayez de parler, de comprendre d'où ça vient. Mais on ne peut pas le faire le toc toc, je viens parce que je pense qu'on a un souci. En général, si la personne elle est toujours sous cette impression négative parce que quelque chose de mal s'est passé, parce qu'il y a eu un clash avec un client, qu'il y a eu un malentendu, un problème en réunion, il se peut que quand je viens et je fais le toc-toc, ça va encore déclencher sa colère plus que la calmer. Donc, okay. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de faire ça en début de parcours. Après, quand on est obligé d'en arriver à aller avoir une vraie discussion parce qu'il y a un vrai problème, de préférence, demander à un médiateur d'intervenir. Ça peut être soit... D'emblée, demander à un médiateur ou d'abord vérifier parce que parfois, est-ce que ce n'est pas un problème de perception? C'est souvent des problèmes de perception. Alors, tous les problèmes, en fait, pour avoir quand même eu beaucoup d'expérience en tant que RH dans les entreprises, souvent les conflits entre supérieurs hiérarchiques et collaborateurs, ça part soit d'un problème de perception, soit une mésentente sur les objectifs qui n'ont pas été définis. Le manager attend un travail de son collaborateur, mais il ne lui est jamais communiqué. Donc, quelque part, ça devient le problème du manager. Ou le collaborateur qui n'a pas bien compris les consignes et qui n'ose pas aller demander des explications pour faire son travail comme il le faut. Donc, en tout et pour tout, quand je parle de médiateur, ce n'est pas obligatoirement un avocat. Ça peut être juste un autre collègue, un autre supérieur hiérarchique dans un autre département, ça peut être la RH. Ce n'est pas obligatoirement passer au N+2. Mais moi, j'ai l'impression que si on ramène une tierce personne, on grossit la situation. Je ne sais pas. J'ai l'impression que... Alors, ça dépend des cas. C'est pour ça, en fait, on en avait parlé. Il y a tellement de cas dans l'entreprise. C'est ça. Et ça dépend aussi de la relation que nous avons avec notre supérieur hiérarchique. Quelle que soit de toute manière notre position dans l'entreprise, il y a toujours un supérieur hiérarchique si je ne suis pas moi-même le chef d'entreprise. Donc, ça veut dire que je peux être... employé, je peux être cadre supérieur, je peux être middle management. Donc ça dépend aussi de la position que j'ai dans l'entreprise et la relation que j'entretiens avec ce supérieur. Si c'est une relation qui est basée sur la confiance, sur l'entente, sur la discussion, sur l'écoute, en principe, dès qu'il y a tension, l'un ou l'autre va faire en sorte que la discussion s'entame sur ce sujet et qu'on arrive à trouver une solution et que les choses puissent continuer. Le problème se pose, c'est que quand chacun, dans son coin, va dire c'est la faute à l'autre, et c'est l'autre qui me pourrit la vie, soit par rapport à mes relations professionnelles, soit dans le quotidien. Et ce qui va envenimer en plus les choses, c'est que, par exemple, je vais rentrer, je vais dire bonjour à tout le monde et je ne vais même pas regarder la personne avec qui j'ai un conflit, et pourtant c'est mon supérieur hiérarchique. Il ne s'agit pas là de règlement de compte, ni de règlement de compte, ni de peinture. De peinture et de protocole de façade. Absolument. Alors, justement, je vous pose la question, Rizlaine, par rapport à l'entrepreneuriat social, on a l'impression, qu'on peut idéaliser un petit peu ce monde parce que il y a l'adjectif social. Mais est-ce que justement c'est un travail facile ou bien c'est aussi un monde où il y a des conflits avec des collègues, avec des supérieurs, avec les personnes avec lesquelles on travaille? Bon, je vais être très honnête avec vous, l'entrepreneuriat social, ce n'est pas un combat facile. Justement, il faudrait essayer de lutter contre les préjugés. C'est d'abord une forme d'entrepreneuriat au même titre que l'entrepreneuriat classique. Je voudrais en même temps insister sur un point. Je lutte contre certains préjugés, notamment la vision misérabiliste qu'on aurait de l'entrepreneuriat social, trop souvent affilié au tissu associatif, au coopératif, en mode survie. L'entrepreneuriat social que je vis moi depuis plus de 15 ans et en réalité je m'ignorais en tant qu'entrepreneur social. Un entrepreneur social, c'est avant tout un entrepreneur humaniste qui a envie de servir une cause sociale, sociétale ou environnementale
et créer en même temps une richesse économique partagée. Mais est-ce qu'on gère ce genre de soucis, par exemple, de conflits avec les autres Mais au même titre que n'importe quel entrepreneur, entreprise, effectivement, et n'importe quelle entreprise. C'est pas le monde des bisounours. Complètement. On gère de l'humain. Et dès ça. lors que l'on gère de l'humain, on gère des conflits. Pour avoir été salarié dans une ancienne vie et pour avoir fait la culbute de l'entrepreneuriat, je pense que la responsabilité, je ne vais pas me faire des amis, mais la responsabilité penche quand même vers le manager, qui doit être en réalité un vrai leader. Parce que le leader est censé créer quand même des ponts émotionnels avec ses collaborateurs et avoir cette intelligence émotionnelle. Vous savez, le matin, quand vous arrivez au travail et que vous dites juste bonjour dans les yeux à vos collaborateurs, vous sentez qu'il se passe quelque chose de bien ou de mal. Absolument. Et en général, parce qu'on vit ensemble, en fait. Complètement. Et on passe plus de temps dans nos milieux professionnels que dans nos milieux personnels. Et je pense qu'il faut sortir un peu de cette vision pyramidale. C'est ça. Moi, je suis pour un management collaboratif. Alors, je vous pose aussi la question, Leïla, parce que bon, vous êtes médecin, mais que l'on soit... Quand on est dans le privé, on va dire c'est beaucoup plus simple parce qu'on est le supérieur de soi, en fait, on est le patron de soi, mais on a quand même une petite équipe à gérer. Puis quand on est en milieu hospitalier, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, là aussi, est-ce que c'est vécu, visionné comme une petite entreprise ou comme une... Alors, avec les mêmes problématiques? Je pense que Rizlan a très bien résumé en disant qu'à partir du moment où on gère l'humain, où on côtoie l'humain, on doit gérer ça, quel que soit l'endroit où on est. Au cabinet, donc dans le privé, dans le milieu hospitalier, parce qu'il y a aussi la gestion et le rapport avec nos patients, même dans le privé, où il y a des choses à gérer. Ne serait-ce que si vous devez gérer l'angoisse d'un patient qui va être peut-être un petit peu plus agressif, qui va être plus inquiet, ce qu'on ne lui reproche pas. Mais il faut que le médecin puisse aussi prendre sur lui et avoir suffisamment de recul. Donc, de toutes les manières, à partir du moment, et je pense que c'est très bien résumé, où on côtoie l'humain, où c'est un travail avec l'humain, on a une gestion à faire. C'est ça, absolument. Voilà. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs. Ok, Hanan, on y va. Alors, nous avons une première question de la part de Youssef qui vous dit « Quelle attitude avoir face à l'abus de pouvoir de mon directeur ?» Tout un sujet. Exactement. En fait, l'abus de pouvoir, c'est que ça reste quand même très large. Ceci dit, normalement, un directeur, un manager, c'est d'abord un leader. Et il doit aussi connaître, on va dire, ses limites, parce que là, on est dans l'abus. Mais quand on est face à un directeur ou un manager qui ne sait pas quelles sont ses limites, c'est à nous aussi de le dire et trouver la manière de le dire. On ne s'adresse jamais à un supérieur hiérarchique en disant tu ou vous avez fait ceci ou cela. Donc déjà peut-être un premier conseil, c'est de parler de soi-même, se dire voilà, moi j'ai un problème, je souhaiterais avoir plus de clarification par rapport à mes responsabilités, où commence mon rôle, où ça s'arrête. Est-ce que c'était à moi de faire ça? Donc, en fait, parler toujours de soi-même, ça permet aussi de poser des questions pour pouvoir limiter son périmètre. Et ça permet aussi au directeur d'avoir l'information de façon beaucoup plus, on va dire, diluée, avec cette intelligence émotionnelle et relationnelle, pour qu'on ne soit pas dans le mode attaque. Attaque, absolument. Pardon, on va sur la deuxième question, celle de Nargis, qui vous dit « Étant une nouvelle recrue, je vois mon supérieur présenter mon travail comme étant le sien. Comment réagir ?» Ça vous fait rire. Est-ce que c'est une situation courante? Malheureusement, chez nous, oui. Oui, vous l'avez bien vu en tant que DRH? Malheureusement. Ça existe, ça arrive souvent, surtout pour les nouvelles recrues, ça aussi. Après, il y a des façons de faire. Alors moi, je leur donne des petits conseils. Quand vous créez un fichier, il y a dans la propriété du fichier, mettez bien votre nom. C'est ça. Et voilà. On ne peut pas la changer, ça. Voilà, ça, il ne peut pas la changer après. Quand vous avez un travail, bon, c'est vrai que quand vous êtes nouvelle ou nouveau dans une entreprise, c'est un peu difficile, mais vous pouvez aussi demander à ce que ce soit vous qui présentiez le travail. Et au lieu de dire que c'est moi, puisque peut-être c'est un travail d'équipe, parler en nous
c'est mieux que de parler en jeu, c'est ça aussi. Parce que quel que soit le travail que vous allez faire, vous avez eu de la matière de la part des autres collaborateurs et même de votre supérieur hiérarchique. Donc, c'est très égoïste de parler avec le jeu. C'est mon travail, j'ai fait, j'ai réalisé. Quand on est une équipe, en parlant nous, nous avons réalisé, nous avons pu faire ceci, nous avons constaté tel et tel point, et voilà les propositions que nous vous faisons. Donc, peut-être que même dans sa façon à elle, peut-être de parler, d'apprendre que dans l'entreprise, il n'y a pas de jeu. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'elle peut en parler avec avec son supérieur, lui dire, écoutez, je pense... Non, c'est très délicat. Elle ne peut pas lui dire, vous vous êtes approprié mon travail, c'est le clash direct. C'est le travail de l'équipe. C'est ça, c'est le travail d'équipe. Donc, personne ne doit se l'approprier. Oui, ça reste le travail de l'équipe. Mais si ça se fait, elle prend sur elle. Elle peut ne pas prendre sur elle. Par exemple, pendant la réunion, elle peut toujours prendre la parole pour rajouter un élément ou expliquer un point en prenant le « nous ». Voilà, juste si vous permettez, pour compléter par rapport à ce que vous avez dit. Donc, quand nous mais là, c'est la déclaration de guerre en quelque sorte. J'ai l'impression, je ne sais pas, c'est un peu la déclaration de guerre. Parce que, ça, justement, lorsqu'on est avec une personne qui s'approprie le boulot de l'autre, c'est que forcément, dans son état d'esprit, elle n'est pas très saine. Donc, elle ne va sûrement pas apprécier qu'une petite jeune qui vient de débarquer... qu'elle complète, parce que ça veut dire que c'est elle qui l'a fait. Là, on le sait, Hana, la situation n'est pas du tout agréable. Alors, Yasmine, est-ce que une question, est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça ou d'aller le voir et de lui dire mais pourquoi tu t'es approprié mon travail? En fait, c'est pas du tout une situation facile. Non, ni comme ça, ni... Non, en fait, c'est très délicat, surtout quand on vient d'arriver dans une entreprise. Il ne faut pas le prendre de façon... Il faut prendre sur soi, se dire que je viens d'intégrer cette équipe, il faut aussi que je montre que je suis compétente, que je peux expliquer des choses. Ça vous fait réagir? Oui, parce que je trouve ça très rageant. Ça me rappelle quand j'étais étudiante en médecine et que j'avais décidé de m'inscrire à un cours en plus en tant qu'étudiant-chercheur en anesthésie-réanimation. Et un chef de service m'avait donné 3000 cas à recenser pour en faire sortir des statistiques. J'avais passé des nuits et des nuits pour faire tous mes tableaux. Et je m'en souviens très très bien, j'étais en 2e année de médecine ou 3e. Et donc à ce moment-là, il y avait encore les disquettes, donc j'arrive avec mon travail fait. Et puis il me dit, écoutez, donnez-le-moi, très bien, de toute façon, je vais le publier. Et là, je n'ai pas du tout apprécié parce que je me suis dit non, s'il le publie, ça va être que son nom. Et alors j'ai essayé gentiment de dire, oui, alors j'acceptais que mon nom soit cité donc dans les articles médicaux en 3e, 4e position, il n'y avait pas de souci. Donc au final, j'ai décidé de garder la disquette parce que je trouvais que c'était profondément injuste. Il n'y a pas eu de répercussions? Non, il n'y en a pas eu. J'ai eu de la chance. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Voilà, ça c'est le mot de la fin par rapport à ce sujet. Mesdames, on va marquer une courte pause et on revient pour la deuxième partie. Notre femme inspirante, c'est vous, Rizlan Manjara. Et puis notre médecin de cette matinée, c'est vous, Leïla Tazid Daoudi. Vous êtes allergologue. À tout de suite. Et nous sommes toujours avec vous sur Média TV, deuxième partie d'On se dit tout pour aujourd'hui. On se dit beaucoup de choses, on parle d'entrepreneuriat social dans un petit moment, on va parler d'allergie du printemps dans un petit moment aussi, et puis on a parlé du conflit avec le supérieur, comment gérer la situation, et puis on a même eu un spécial banane. Tout ça, c'est dans ce numéro d'aujourd'hui d'On se dit tout. Mesdames, merci beaucoup d'être là. Place tout de suite à notre femme inspirante de la semaine. Rizlan Manjara, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous. Justement, vous êtes notre source d'inspiration aujourd'hui. Vous êtes une femme aux multiples casquettes. Rien ne vous fait peur. Vous êtes passée de la pharmacie à la restauration pour atterrir aujourd'hui à l'entrepreneuriat social. Et vous êtes présidente de la commission entrepreneuriat social au sein de la CGEM, entre autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nos équipes sont venues vous voir. Vous nous avez un petit peu raconté un peu plus en détail votre parcours, mais on va venir au plateau ensuite pour creuser encore plus. On regarde et on revient. Rizlan Manjara, entrepreneur social dans l'âme. En réalité, pas prévu dès le départ, puisque je suis pharmacienne de formation. J'ai eu une longue carrière dans l'industrie pharmaceutique et il y a 18 ans, j'ai décidé de complètement changer de cap. Et de là est né les Frères Gourmets. L'idée était de créer une marque marocaine par patriotisme et surtout par challenge, parce qu'il n'y avait aucun salon de thé centré
sur les produits terroirs et surtout un concept store éthique qui, dès le départ, valorisait les produits du terroir marocain et surtout un lieu vivant accessible à toutes les communautés et profils sociaux. Comme je suis une femme qui adore les challenges, après les Frères Gourmets est née l'idée de Moroccan Origin, qui est une marque centrée sur la valorisation des produits du terroir. Donc j'aime agir sur tous les territoires de notre pays où le savoir-faire est en perte de transmission et souvent un peu sous-valorisé. Et aujourd'hui, c'est une extraordinaire aventure humaine puisque nous encadrons une 50aine d'artisans et de coopératives au travers du Maroc. Au fil des années, je me suis rendu compte que les diverses activités que j'ai exercées, j'ai réalisé que j'étais un entrepreneur social. Alors c'est quoi un entrepreneur social? C'est d'abord un entrepreneur qui agit en priorité pour défendre une cause sociale, sociétale ou environnementale. La mienne a toujours été celle des femmes rurales et des territoires. Et je me suis rendu compte que finalement c'est une forme d'entrepreneuriat qui est complètement sous-estimée et incomprise dans notre pays. Donc comme c'est un sujet qui me passionne, j'ai eu cette immense opportunité au sein de la Confédération Générale des Entreprises de présider depuis quelques mois la commission entrepreneuriat social. Le but étant de faire émerger une génération d'entrepreneurs conscients, vertueux, qui ont à cœur leur territoire, parce que l'ancrage territorial est fondamental, et qui ont envie de créer de la richesse partagée au service de l'humain. Parce que le Maroc est un pays exceptionnel, plein de ressources et d'énergie. Je crois au Maroc positif. Je suis convaincue qu'on ne peut entreprendre que dans la joie et pas dans la fatalité. Donc est née l'idée de NES parce que NES. Et surtout, c'est le diminutif du networking des entrepreneurs sociaux et solidaires, ce qui est un collectif d'entrepreneurs sociaux. Ce sera une manière de créer une communauté solidaire pour pouvoir partager les expériences, les échecs aussi, des apporteurs d'affaires, etc. Je pense qu'on a tous besoin de se sentir appartenir à quelque chose. Donc le conseil que je voudrais livrer à nos jeunes, tout en étant très pragmatique, allez-y, n'hésitez pas. L'entrepreneuriat est une aventure humaine exceptionnelle. L'échec et le doute font partie de la vie d'un entrepreneur. C'est une vie difficile, c'est une vie inspirante dans laquelle vous vous réaliserez. Maintenant, effectivement, le doute, vous allez tous les soirs vous endormir avec le doute. Mais tous les matins, vous allez vous réveiller comme des guerriers parce que ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez réaliser. Alors justement, vous êtes avec nous pour en parler en profondeur et on a vu pas mal de jeunes autour de vous. Vous êtes entouré d'une équipe de jeunes. C'est ça, Rizan? Alors si vous permettez, oui, bien sûr. Je vous raconte le débrief qu'on a eu le lendemain d'une journée exceptionnelle qu'on a vécue ensemble. Ça fait partie finalement de ma motivation première. C'est aujourd'hui comment faire émerger une génération d'entrepreneurs qui veulent entreprendre avec du sens au service de leur territoire. La rendre visible, c'est un peu le Maroc de l'ombre qu'on ne voit pas suffisamment. Des jeunes qui ont envie, qui apportent des solutions innovantes à des enjeux sociaux, etc. et auxquels on confisque un peu la parole. Donc cette commission a finalement pour charge de les promouvoir et surtout de les aider à changer d'échelle et par la suite, j'espère, pouvoir profiter d'un cadre réglementaire incitatif. Ça leur donne confiance quand même. Complètement, parce que finalement, les entrepreneurs sociaux sont très atomisés. Ils existent, souvent ils sont en devenir ou souvent ils s'ignorent. Alors pour en revenir au débrief, en fait c'était le lendemain d'une visite juste exceptionnelle puisque j'ai eu la chance de faire participer 12 entrepreneurs sociaux lors de la visite du couple princier Meghan et Harry. Et vous imaginez 12 entrepreneurs sociaux venant de quartiers populaires, moins populaires, le Maroc pluriel que j'aime profondément, et qui ont pu échanger chacun une minute avec le couple princier. C'est juste peut-être une belle symbolique, mais en même temps, c'est cette capacité, cette envie, en tout cas furieuse, de créer des ponts. Et moi, je suis convaincue que des rencontres comme ça peuvent changer un parcours. D'ailleurs, j'ai eu une jeune fille qui m'a fait une confession juste extraordinaire, parce qu'il faut dire que structurellement, nous, au Maroc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'instinctif. On est plus dans une logique salariale, de confort et de sécurité. Et donc, depuis sa rencontre avec le couple princier, cette jeune fille qui était un peu en conflit permanent avec sa famille, depuis dimanche, c'est la fierté de la famille et tout le monde l'encourage. Donc si on arrive... Parce qu'on comprend mieux ce qu'elle fait, parce qu'on valorise mieux ce qu'elle fait. Ça lui a permis de rencontrer. Complètement. Ce n'est pas n'importe quoi. Exactement. Donc le regard aussi non seulement de la société, mais de la famille, des plus proches. Évidemment. Alors, si on peut revenir à vos débuts. Alors d'abord, après le bac, vous avez fait des études de pharmacie.
Alors, permettez-moi de vous poser la question comme ça. Est-ce que c'était par dépit, un problème d'orientation, ou c'est ce que vous aimiez vraiment à ce moment-là? Je vais être très honnête avec vous. Vous savez, moi, je suis de Papa Oujdi. Donc, on n'avait pas trop droit à la parole à la maison. J'adore mes parents, je les embrasse d'ailleurs au passage, parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. C'était le rêve de ma mère. Hein. Vous savez, à l'époque de notre génération, c'était les métiers de sécurité, médecin, avocat, pharmacien. Exact. Je m'interdisais de ne pas le réussir. Donc, j'ai été major promo puisque j'ai fait mes études à l'étranger. Mais en réalité, je nourrissais un autre rêve. Qui était en secret complètement, complètement, et que j'ai gardé pendant une dizaine d'années. Et puis à un moment, vous êtes marié, vous avez votre premier bébé, et puis il y a quelque chose qui se passe parce que vous avez envie juste de donner du sens à ce que vous faites, vous avez envie d'être aligné avec vos valeurs. Et puis à un moment, vous avez cette petite voix intérieure irrépressible qui vous dit vas-y. Et j'ai eu la chance d'être soutenue justement par mon conjoint et ma famille très proche, parce que ça a été difficile quand vous, en plus avec un background de pharmacienne, vous vous attaquez à un métier de restauration, c'est forcément difficile à faire comprendre. Mais entre-temps, effectivement, c'est beaucoup de persévérance. Et vous savez, là, quand vous êtes foncièrement passionné, vous ne comptez pas les heures, vous êtes ultra engagé dans votre travail. Et quand on fait les choses avec consistance, je pense que ça le fait. Alors, souvent, sur ce plateau, je pose cette question parce qu'en même temps, les féministes n'aiment pas trop cette question. Est-ce que finalement, l'appui du conjoint est important? Forcément, oui. Évidemment. Évidemment, on ne peut pas se cacher. Mais complètement, je pense que c'est un équilibre. Quand on est marié, bien sûr. Quand on est marié, mais quand on décide d'entreprendre, mais quel que évidemment, soit parce que l'entrepreneuriat est énergivore. Vous passez vos journées à gérer des imprévus, vous êtes à l'affût des opportunités parce qu'un entrepreneur doit être agile. Et quand vous êtes maman et femme d'intérieur, comme on dit, moulet dar, vous avez des obligations. Alors moi, je suis profondément féministe, mais en même temps, je suis profondément humaniste et je pars du principe que chacun a son rôle à jouer. Et effectivement, quand on est femme et maman entrepreneur, c'est pas évident, mais je suis très fière de mes 3 enfants qui sont plutôt fiers de leur maman, puisqu'en plus, il y a 3 ans, je me suis remise dans la boucle des études. Je suis passée par une case master entrepreneuriat social. Donc vous imaginez, ma fille passait le bac et je passais moi-même mon master. Plein temps. Une semaine par mois à l'étranger. Okay. Mais je pense que c'est très important de donner cette image à nos enfants. C'est ça. D'être constamment en apprentissage, de n'être jamais dans l'acquis, et surtout quand vous mettez au cœur de votre vie cet ingrédient humaniste, cette obligation de contribuer au bonheur des autres. Je pense que c'est aussi notre responsabilité parce que ce sont des valeurs qu'on essaime aussi au travers de nos enfants et de notre famille. Alors les spécialistes appellent ça apprendre par le silence. Éduquer l'éducation par le silence, pardon. C'est-à-dire que forcément, les enfants ne peuvent que s'inspirer, que s'imprégner de cette atmosphère, de cet environnement, et puis ça devient quelque chose de structurel. Complètement, et puis par le silence, effectivement, parce qu'il ne s'agit pas de passer son temps à faire la leçon à nos enfants, qui sont quand même une génération assez particulière, mais surtout, vous êtes démonstratif. C'est ça. Ils voient ce que vous faites, ils entendent. Moi, je me déplace très souvent sur les territoires. Ça demande une énergie assez conséquente. Mais en même temps, on ne leur donne pas le choix. Je pense que c'est ça aussi, être parent. C'est montrer la voie. Alors, vous parliez dans le reportage de certains produits, d'un savoir-faire parfois en perte de transmission. À travers votre expérience de terrain, justement, qu'est-ce qui est vraiment en train de se perdre en termes de savoir-faire marocain? Qu'est-ce qui est, pour vous, la sonnette d'alarme? Écoutez, la sonnette d'alarme, pour moi, ça a été une visite à Bzou, que très peu de Marocains connaissent. Pour le tissu? Voilà, c'est la ville la plus pauvre du Maroc et en même temps, c'est la ville qui abrite le tissage le plus précieux du Maroc, le Kharqa Bziouia. D'ailleurs, au passage, je fais un coucou à des femmes exceptionnelles, l'association AFTEB, qui sont plus de 200 femmes tisseuses qui produisent un tissage juste exceptionnel, mais dans des conditions tellement difficiles que finalement, on ne peut pas faire rêver ses enfants pour pouvoir transmettre et faire perdurer. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un problème
le tissu n'est pas donné. Est-ce qu'il y a des intermédiaires? Effectivement, c'est toujours la même problématique, c'est que ça ne ruisselle pas forcément sur les femmes tisseuses, parce qu'il y a une série d'intermédiaires. Et c'est tout le plaidoyer que je porte. Moi, je suis convaincue qu'il faut recréer des écosystèmes dans ces régions, parce que, vous savez, quand on parle d'innovation sociale, il ne faut pas dire finalement c'est de l'innovation inversée. Il faut partir de nos territoires qui ont une richesse juste exceptionnelle et construire à partir de là. Donc, comment faire évoluer ce tissage? Parce qu'on est quand même dans une région où il y a un flux touristique important. Vous savez, un étranger qui va à Bzou, il ne va pas acheter une kharqa bzioua parce qu'une djellaba, ça ne lui parle pas. Peut-être qu'il faut réinventer justement notre patrimoine et essayer de lui donner une autre dimension et surtout, si vous voulez, l'intégrer dans ces nouveaux goûts de consommation, le rendre peut-être plus accessible. C'est dans la région d'El Jadida? Non, c'est plus loin que la région de Beni Mellel. D'accord. C'est pas loin d'Azilal, mais une région comme Bzou, il y en a un cas comme Bzou, il y en a des milliers. Et je pense que nous, les Marocains, et ça c'est vraiment le message que je fais toujours passer, soyons fiers de notre patrimoine, apprenons à reconsommer local, régional, parce que souvent on parle comment exporter notre patrimoine. Si on commençait déjà par l'exporter entre nos régions, ça serait déjà exceptionnel. Maintenant, il faut le rendre plus accessible, il faut le moderniser, il faut le réinventer et surtout permettre à ces femmes qui sont pour moi des vrais musées vivants. Il faudrait peut-être les payer parce qu'elles existent. Des femmes qui font preuve d'une résilience incroyable. Je ne veux pas féminiser le sujet, mais il y a aussi des artisans exceptionnels. Je pense à des céramistes d'art dans la région de Safi, etc. Mais par exemple, une commission comme celle que vous présidez, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ces femmes ? Alors justement, ça c'est le grand sujet, c'est-à-dire quand on parle de l'économie sociale et solidaire de manière générale, on parle souvent du tissu associatif et coopératif. Et moi je pense que l'acteur incontournable pour créer de la richesse, en tout cas le trait d'union nécessaire pour augmenter les revenus de ces communautés et rendre ces femmes et ces hommes les inclure davantage dans notre économie, c'est l'entrepreneur social, parce que c'est lui qui crée, si vous voulez, ce pont en matière d'export. On est capable d'apporter notre contribution. Donc c'est à l'entrepreneur social de les prendre sous leur aile, en fait. Complètement, et encore plus. Je pousse le bouchon plus loin. Je pense que quand une association et une coopérative est bien organisée, elle peut devenir une entreprise sociale. Parce qu'il faut absolument sortir du mode survie. On ne peut pas passer notre temps à associer le social à la charité. Il faut, à un moment, toutes ces femmes et ces hommes ont besoin de gagner leur vie avec dignité. Et si on veut inspirer la génération actuelle à entreprendre, on ne peut pas lui dire... Dans ces produits du terroir, justement. Voilà. Et ceci étant, je voudrais éviter un raccourci réducteur. L'entrepreneuriat social, ce n'est pas juste une question d'agriculture ou d'artisanat. L'entrepreneuriat social, c'est une autre manière d'entreprendre, finalement. C'est comment entreprendre en ayant d'abord de l'impact, en mettant l'humain au centre de nos activités pour pouvoir créer de la richesse. On peut être entrepreneur social en matière de mobilité, citoyenneté, accès aux soins, à l'éducation. Donc finalement, c'est une dynamique sectorielle. Alors, on a des questions justement. On a une question qui fait réagir une téléspectatrice par rapport à... Mesdames, je suis obligée de passer directement aux questions des téléspectateurs et pas de vous donner la parole. C'est pas que je suis méchante, mais on a consommé trop de temps. J'ai trop parlé. Non, il n'y a pas de souci, au contraire. Alors, on a... première question. Est-ce qu'on peut faire de l'entrepreneuriat social un métier? En quelque sorte, est-ce qu'on peut en vivre? Mais justement. Complètement. Parce que quand on entend social, on se dit forcément il y a moins de gains. Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que le social ne doit plus être relié à la charité ou le mode survie. Vous savez, l'entrepreneuriat social, pour vous donner quelques chiffres, à l'échelle de l'Europe, c'est 12% du PIB, c'est 25% de création d'emplois. Au Maroc, l'économie sociale et solidaire est entre 1 et 2%. C'est pour vous dire le boulevard qui nous attend. Donc il faut structurer, il faut créer les écosystèmes qui permettent à ces énergies de se libérer. Ça passe par des cadres réglementaires incitatifs. Finalement, l'entrepreneuriat social, évidemment qu'on peut gagner sa vie parce qu'on est entrepreneur. Mais il faut être moins gourmand. Évidemment, parce aussi. qu'on est dans une lucrativité limitée. Absolument. On est aussi dans le respect de l'humain, donc il ne s'agit pas d'instrumentaliser ou d'exploiter. Absolument. Et surtout, l'entrepreneuriat social, c'est créer de la valeur à l'échelle du Maroc pour permettre justement, ou éviter en tout cas à ces coopératives ou artisans de se faire instrumentaliser par des acheteurs à l'international
qui n'ont pas du tout l'âme sociale et citoyenne. Alors, Ahmed de Oujda, justement, qui vous dit quels ont été les défis rencontrés en choisissant de vous lancer dans la restauration après un doctorat en pharmacie? Un défi de taille parce que c'est un métier d'homme, a priori, ce qui est quand même assez paradoxal puisque la cuisine marocaine est entre les mains des femmes. Mais vous imaginez, il y a 18 ans, avec un diplôme de pharmacienne, quand vous montez un business autour de la restauration, je pense qu'on m'a vue comme une illuminée. Et d'ailleurs, comme je suis toujours très critique vis-à-vis de moi-même et que j'ai besoin de me légitimiser, parce que quand vous êtes autodidacte, c'est aussi ça, vous êtes toujours dans la performance, en tout cas, vous essayez de donner le meilleur. Je suis passée par un apprentissage de 2 ans dans un hôtel, et j'oublierai jamais la tête du directeur de l'hôtel. Quand il m'a vu arriver avec mon CV, il était persuadé que je postulais pour un poste de directeur de qualité, mais en réalité, je voulais travailler en cuisine. Donc, j'ai travaillé plus d'1 an et demi gratuitement pendant que je montais mon projet et je pratiquais. Voilà. Et en fait, quand vous l'avez dans les tripes... vous trouvez la solution. Oui. Absolument. Le mot de la fin. Merci beaucoup, Rizlan Njara, d'avoir été là. Merci. On continue l'émission. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine et j'en suis sûre que vous en avez inspiré plus d'une et plus d'un. Voilà. Mesdames, on continue, on enchaîne tout de suite avec notre interview santé. À tout de suite. Merci beaucoup d'être là, Leïla Tazid Daoudi. On ne vous a pas entendu pendant ce quart d'heure. Hein. On a fait parler uniquement Rizlan. C'était très instructif. Absolument. Merci beaucoup en tout cas pour votre patience. Vous êtes allergologue et avec vous, comment on gère cette allergie du printemps? L'éternelle question, même quand on est allergique depuis très longtemps, eh bien c'est à chaque fois le parcours du combattant. Donc pour essayer de comprendre un petit peu le système des allergies, comment elles fonctionnent, nos équipes ont préparé une animation, on regarde, et c'est très ludique et on revient pour en discuter. Au printemps, le retour du pollen devient synonyme d'allergie. Qui sont-elles? Les allergies sont une réaction immunitaire à des substances, souvent inoffensives pour l'organisme, appelées allergènes, et qui sont présentes dans notre environnement et notre quotidien comme l'air, la poussière, le pollen, certains aliments ou encore des médicaments. 2 principales saisons polliniques se succèdent à partir du printemps. De mi-février à fin avril, celle des pollens d'arbres comme notamment l'olivier, le chêne, le platane ou le bouleau. Elle se manifeste par des crises d'éternuement, un nez qui coule ou se bouche régulièrement, ainsi que des démangeaisons nasales. Ensuite, de début juin à fin juillet, la saison des pollens graminés qui correspond à la saison dite du rhume des foins. Ce dernier provoque le rougissement et le larmoiement des yeux, entraînant des difficultés à supporter la lumière. Les allergies non traitées peuvent entraîner des complications telles que les sinusites, conjonctivites, otite, bronchite, l'asthme et des difficultés respiratoires. C'est pourquoi il ne faut pas attendre pour aller voir le médecin spécialiste, l'allergologue. Alors justement, docteur Leïla Tazid Daoudi, est-ce que l'allergologue est le seul médecin à prendre en charge les allergies du printemps notamment? Alors, ces allergies respiratoires? Les allergies respiratoires, alors en principe, oui, l'allergologue le prend, mais tout médecin qui a la capacité, qui a été formé en allergologie, peut aussi prendre en charge. D'accord. Ça, mais on va dire que le spécialiste de l'allergie reste l'allergologue. Exact. Alors, par rapport justement au pic des allergies du printemps, c'est dans le reportage on entendait juillet-août, est-ce que vous confirmez? Ou aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de... Alors, déjà, on a un souci de dérèglement, de réchauffement climatique. Donc, on y perd un peu notre latin. On ne sait plus quand est-ce que les saisons démarrent. On a un autre facteur un peu limitant ici, c'est qu'on n'a pas de calendrier pollinique. Donc, on avance un petit peu à l'aveugle. Après, il faut savoir que certaines régions vont démarrer une pollinisation plus tôt. Par exemple, comme l'olivier, ça va démarrer plus tôt à Marrakech, Fès, Bni Mellel, parce que tout simplement, le climat est différent. Et donc, les arbres sont énormément plantés. Donc, les allergiques au pollen d'olivier vont commencer à être gênés s'ils ne l'ont pas déjà été à Marrakech maintenant, en général au mois de mars. Et les Casablancais vont être gênés un petit peu plus tardivement. Voilà, et on essaie de s'y retrouver entre le réchauffement climatique, les régions qui ne sont pas toutes plantées de la même manière. Exactement. Voilà. Mais c'est quoi votre baromètre? C'est le nombre de patients en salle d'attente?
Alors oui, c'est le nombre de... Enfin, en tout cas, tous les gens qui vont se plaindre, qui vont commencer à se plaindre avec... alors au départ, ils peuvent penser que c'est un rhume qui ne passe pas. Et puis, ils vont commencer à... Bon, à part les habitués, qui sauront que tous les ans, eh bien, à la même période, ils vont commencer à être gênés. Mais quand vous dites c'est des gens qui vont avoir un rhume qui ne passe pas, oui. Donc ça peut finalement nous prendre à n'importe quel âge? Oui, on peut devenir allergique à n'importe quel âge. Je vais donner la palissade, mais qui est très vrai, c'est on n'est pas allergique jusqu'au jour où on le devient. Et on peut le devenir. Alors classiquement, on dit quand même qu'au-delà de 60 ans, 65 ans, on ne devient pas allergique. On est immunisé. C'est pas qu'on est immunisé, c'est-à-dire que même lorsqu'on est allergique, si on ne fait pas grand-chose, on va dire si on laisse Dame Nature agir, eh bien on sait que l'allergie va diminuer gentiment vers les 60-65 ans. D'accord. Donc on fait déjà un petit screening quand vous voyez le patient arriver, l'âge du patient, un patient qui a 70 ans et que vous dit « Ah ben j'ai déclenché une allergie maintenant », vous dites non, on va chercher autre chose parce que déclencher une allergie au pollen à 70 ans, c'est quand même rarissime. Ok. Alors justement, donc deux cas de figure, soit les patients qui se découvrent l'allergie, soit ceux qui sont habitués. Ceux qui sont habitués, ils ont leur arsenal thérapeutique en poche déjà? Alors, ils ont leur arsenal thérapeutique en poche. L'arsenal thérapeutique c'est deux axes essentiellement. Soit on va rester avec les médicaments classiques antihistaminiques, donc les comprimés, le spray nasal, tout ce qui est médicaments pour l'asthme, d'accord. Soit ça devient un peu trop compliqué à gérer, ces médicaments sont insuffisants, et à ce moment-là, il faut passer à une désensibilisation qui est une sorte de vaccination. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça d'emblée ? Dès l'apparition des premiers signes, enfin dès l'apparition de l'allergie? Parce que je pars toujours du principe, et c'est ce que j'explique à mes patients, que le traitement ne doit pas être plus lourd que la gêne. Donc si le patient vient me dire qu'il est gêné 1 semaine ou 2 semaines durant la saison pollinique, non, je ne vais pas l'assommer avec un traitement parce que la désensibilisation est un traitement qui est quand même relativement lourd. Qui dure combien de temps? Alors, pour les pollens, c'est 6 mois par an pendant 4 ans. D'accord. Donc s'il est gêné juste 1 semaine à 15 jours... Non, c'est pas assommant. Non, le traitement. Parce que vous avez dit, je ne vais pas l'assommer avec. Assommer dans le sens où c'est un traitement qui est pris quotidiennement. C'est ça. Donc, vous imaginez de toute façon de même, si vous êtes gêné 1 semaine à 15 jours par an et que vous venez en disant bon, vous allez prendre un traitement pendant 6 mois. Le patient va vous regarder en disant non, je n'ai pas envie de prendre un traitement pendant 6 mois. 6 mois, je ne suis gênée que 15 jours. Et donc, après, si l'allergie va augmenter, va devenir beaucoup plus gênante, et surtout si on commence à avoir des symptômes d'asthme, là, à ce moment-là... Ça se justifie. Ça se justifie, et de toute façon, le patient est plus compliant. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il adhère au traitement. Vous pouvez prescrire tout ce que vous voulez, mais si vous ne vous assurez pas de la compliance du patient, ça ne sert à rien. C'est ça. Il le sera, justement. Il le sera, bien évidemment. Et pour les personnes qui se découvrent justement allergiques à 20 ans, à 15 ans, à 30 ans? Alors, en pleine saison pollinique, on ne peut rien faire d'autre que donner les traitements habituels, antihistaminiques, corticoïdes inhalés, etc. Parce qu'on ne peut pas démarrer une désensibilisation en même temps que la saison, parce qu'on va mettre le patient au tapis. Il a déjà tout ce qu'il faut dans l'environnement. Donc, en général, quand on le démarre, et c'est pour ça que c'est 6 mois, parce que la pollinisation ne dure pas forcément 6 mois, mais on le prépare 2 mois avant la saison des pollens, pendant la saison, et un petit mois ou 2 après la saison. Mais à ce moment-là, vous ne démarrez pas forcément la désensibilisation directement. Vous donnez combien de temps à ce patient? 1 an, 2, 3? Ah ben, c'est lui qui va vite revenir. C'est ça. C'est-à-dire que s'il ne va pas, il va peut-être supporter 1 an, 2 ans, et puis la 3e année, il va vous dire non, mais là, ça va en empirant, je ne supporte plus. J'en peux plus de passer des saisons terribles où j'ai un mal de crâne, j'ai de l'asthme, etc., tous les symptômes qui ont été décrits. Et à ce moment-là, si vous voulez, la désensibilisation, elle se fait automatiquement. Ça. Et ça marche bien? Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Les désensibilisations au pollen fonctionnent très bien. Les désensibilisations aux acariens. Alors, il ne faut pas oublier que pendant cette saison, on parle essentiellement de pollen, mais il ne faut pas oublier qu'on a un pic d'acariens. Et donc, ça peut créer une confusion. C'est les tests cutanés qui vont nous aider à faire la différence. Et surtout, avant tout, c'est l'interrogatoire. L'interrogatoire qui est vraiment la pierre angulaire, c'est l'essentiel. On part de l'interrogatoire et à partir de là, parce que le maître mot de l'allergologie, ce n'est pas parce qu'un test est positif que nous sommes forcément allergiques. Et ça, je me bats et je le répète. S'il est négatif? S'il est négatif, on n'est pas allergique. Sans symptômes cliniques, parce qu'encore une fois, on est sur la symptomatologie.
Ok, mais je ne comprends pas si le test est positif, on est allergique. On va rentrer dans des détails parce que quand on fait un test cutané, on va prendre certaines protéines, d'accord? Les protéines qu'on estime être les protéines les plus relevantes de cet allergène. Alors maintenant, on est arrivé pour certains allergènes à des choses très très fines qu'on appelle la biologie moléculaire. Et cette biologie moléculaire va vous prendre ce qu'on appelle les allergènes majeurs, ceux où plus de 50% de la population ont réagi à cet allergène-là. Mais vous avez des patients qui vont réagir à un allergène mineur. Et cet allergène mineur n'est pas forcément dans le flacon avec lequel on va faire le test, ni dans le test de laboratoire. Donc il faut toujours garder à l'esprit... Allez voir le spécialiste et le laisser gérer, parce que moi je ne comprends rien à ça. Et il faut écouter le patient. C'est ça. Il faut écouter le patient. Mesdames, est-ce qu'il y en a une qui fait une allergie, justement? Oui. Bah, elle est là. Vous pouvez poser vos questions, Hanan. C'est vrai, parce que moi, en fait, je souffre d'allergie depuis vraiment toute jeune. Et c'est vrai qu'à Marrakech, ça n'arrange pas les choses. C'est ça. Surtout pendant la période de l'Olivier, on en a parlé un peu tout à l'heure. Tout à fait. C'est les consultations, en fait. C'est des consultations en off. On te remercie pour ça. À votre service. Mais c'est vrai, en fait, là, en parlant du test, le test cutané, je l'ai fait 2 fois. Et au fait, j'en suis allergique apparemment, parce que même le témoin négatif, il s'est inflammé. Alors, ça s'appelle un dermographisme, en fait. C'est une peau hyper réactive. Exact. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, c'est on ne sait pas c'est lequel. Parce que bon, même, en fait, j'en ai fait quand même des tests sanguins, donc je sais que je suis allergique au pollen de l'olivier. On sait de la biologie. Voilà. C'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est très lourd à gérer. Les antihistaminiques et tout. Il faut se faire désensibiliser. Voilà, dans un cas comme ça, on va dire, il faut vous faire désensibiliser. C'est le fait que ça soit lourd. En fait, je l'ai commencé 2 fois et je ne suis pas arrivée au bout. Je l'ai fait 1 année, après la 2e année, je l'ai zappé, voilà. Donc, après, c'est vrai que c'est lourd, en fait, par rapport au traitement, il ne faut pas l'oublier, il faut pas... Et, il faut être assidu, en fait. Ouais. C'est ça. Alors, on a une question par rapport au tabagisme, justement, et par rapport au rhume des foins. Est-ce que le tabac aggrave le rhume des foins, de la part de Badr? Alors, le tabac crée un environnement inflammatoire qui va aggraver l'inflammation qui est déjà créée par cette allergie. Donc, le tabac va aggraver toutes les pathologies qui vont déjà toucher le système respiratoire aussi bien haut que bas. Voilà, une réponse générale. Le tabac, vraiment, c'est une grosse source d'inflammation. Et voilà. Et déjà, ils sont déjà tous très inflammés. Donc, quand vous rajoutez une couche d'inflammation supérieure, forcément, oui, ça va pas bien. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là. C'est un plaisir de clôturer l'émission avec vous. Alors, Leila Tazidaoudi, allergologue, merci beaucoup pour toutes ces explications. À vos côtés, Hanan Oubidal, consultante en management stratégique et cas d'étude de cette histoire d'allergie. Et puis, notre femme inspirante de cette semaine, c'est vous, Rizan Manjara. Vous êtes entrepreneur social engagé. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre monde, de nous l'avoir décrypté et de nous avoir fait adorer ce que vous faites. Merci beaucoup à toutes et à tous. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation de la production d'On se dit tout. Et on se dira beaucoup de choses dès demain, même heure, bien sûr sur Média TV. Au revoir.